salle est pleine. Le parterre gronde. Ne conviendra-t-il pas de commencer? Laisse-le gronder. L'engouement est plus fort lorsque l'appétit est aiguisé. Y aurait-il une âme charitable pour bien vouloir déceler ce corsaire avant que je ne trépasse? Et quelqu'un pourra ajuster cette pardure qui braque-balle de tout sens, s'il vous plaît? Voilà. Oh, on y va. A-t-on l'idée de toujours disperser les accessoires aux quatre vents? Que cherches-tu? Son talent. Mon Christère. Et au même endroit que le premier, dans son derrière. Est-il possible de se concentrer? Toujours les mains droites avant de commencer. Non, pas mais la gorge sèche. Dégagez. Il suffit. Ah, j'ai passé la nuit entière sur mon texte. Tu aurais dû dormir, le sommeil à la mémoire fut grand bien. Le moyen de dormir lorsqu'il a tout déchiré. Qui? Lui, Il a raison. il était mal satisfait de la scène. Je l'avais pourtant bien joué, ça me semble. Fort bien, tu m'effraies. Ne devait-il pas allonger la tirade de ton médecin? Pourvu qu'il ne l'ait point raccourci. Voici les modifications du 3 pour Bérald. Maudit soit le jour où je m'approche du théâtre. Et du 2 pour Diacorus. Encore? Le père. Papa? Mais le moyen d'apprendre tout cela alors que nous avons commencé? Tu n'entres qu'au 3, tu as donc 2 actes pour t'y préparer. Alors? Me voilà pourvu d'une page supplémentaire. Et pour moi, y a-t-il quelque chose? Non il n'y a rien. Aïe. Comment est-il? Pâle, sa toux a repris. Jouera-t-il? Hier déjà, il a eu tout le mal du monde à terminer son cours. Oh, 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 oh. Il suffit. Pourquoi ne pas guérir l'aide d'un médecin? Pour lui soulager sa peine. Mais il n'en veut point, répond que seule la comédie peut prévenir le mal. Ou le précipiter. Eh bien, qu'attend-on? Que diantre faites-vous tous encore là? N'est-ce pas par un monologue que la comédie doit commencer? Allons, à vos places. Monsieur, nous nous demandions s'il ne voudrait pas... Il n'y a plus de temps, mes amis. Je vous ai fait part à tous des modifications de vos rôles. Troisième acte reste imparfait, il est vrai, mais pour l'heure, cela est suffisant. Je vous promets d'y revenir demain, j'aurai plus de temps. Il ne s'agit point de cela. Oui, voilà, voilà. bien d'autres jeux. De quoi est-il question? La compagnie s'inquiète. Votre sang Il est déjà... Encore! La belle affaire que cette petite fluxion. Ce n'est ni la première ni la dernière. Et il n'y a point là de quoi s'alarmer. Ne voyez-vous pas que l'imagination de mon malade travaille le comédien que je suis et lui dicte sa partition? Nous en demeurons d'accord, mais là tout devient véritable lorsque, pour amuser le parterre, vous cédez à l'essai du personnage. Enfin, n'est-ce pas ainsi que soir après soir j'assois notre succès? La recette du jour s'élève à 1219 livres, sonnante et trébuchante. Que voulez-vous faire? Rembourser chacun coûterait plus de temps que de jouer la comédie elle-même. Mesurez donc plutôt l'urgence de nos responsabilités réciproques. Nous pourrions faire une annonce. Oui, bien Oui, et sous quel prétexte, je vous prie? Il s'agissait de la mort d'un enfant! Mon enfant. Notre fils. Je n'avais ni la force ni l'âme de jouer ce soir-là, le roi lui-même l'avait compris. Voilà 3 mois de cela. La vérité, c'est que si c'était à refaire, je jouerais. Car si la douleur reste brûlante, la foi n'est revenue que lorsque nous sommes remontés sur le théâtre. Le parterre paye pour obtenir ce que seul il ne peut s'offrir, le divertissement. Et vous voudriez le priver du rire par lequel il s'émancipe? Cette 4e représentation est nécessaire. Et nous aurons tout le loisir de nous reposer ensuite, puisque nous ne redonnerons la pièce que dans 8 jours. Allons. Il n'est plus temps, les amis. Levons le rideau. Et jouons. Jouons comme si c'était la dernière fois. C'est une métaphore.
quoi peur, Jean-Baptiste? Oh, pas semble la fièvre me joue des tours. Oui, Jean-Baptiste. Où suis-je? Sur la scène du Palais Royal. Est-il possible? Et comment puis-je être ici et converser avec toi qui n'es plus? Par la raison que j'y suis, parce que tu le souhaites. Oh, la peste soit du fou qui fait que je perds la tête! N'as-tu point pensé, Madeleine? Viens à mon secours. Ils disent qu'il n'est pas raisonnable de jouer ce soir. Je crois qu'ils ont raison. Jouer n'est pas raisonnable, mais essentiel. Et tu vas le faire. Comment? Il suffit pour cela de commencer. font 5. Et 5 font 10. Et 10 font 20. Plus du 24e jour, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémollient pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Oh. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses ordonnances sont toujours par civil. Les entrailles de monsieur. 30 sols. Oh, bah oui, mais monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil. Il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher ce malade. 30 sols en lavement. Je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. 30 sols. En voilà 10. Plus, du même jour, un bon clistère d'étercif suivant l'ordonnance pour balayer, laver, nettoyer le bas-ventre de monsieur, 30 sols. Avec votre permission, 10 sols. Plus, du 10 jours le soir, un sirop hépatique, soporifique et somnifère composé pour faire dormir monsieur, 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. 15, 16, 17 sols et 6 demi. Plus, du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative composée de casse fraîche avec séné-levantin, suivant l'ordonnance de M. Purgon, pour expulser et évacuer la bile de monsieur, 4 livres. Oh, M. Florent, c'est se moquer. Et il faut vivre avec ces malades. Oh. Mettez 3 livres, s'il vous plaît. Plus, ce même jour, une potion astringente pour faire reposer monsieur, 30 sols, bon, 20 sols. Plus, du 26e, un clistère carminatif pour chasser les vents de monsieur. Ah oui. 30 sols, monsieur Florent, 10 sols. Plus un second clistère le même soir, 30 sols, 10 sols, monsieur Florent. Plus du 27e, une bonne médecine pour chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur, 3 livres, bon. 20 sols, je suis bien aise que vous soyez raisonnable. Plus du 28e, une prise de petit lait clarifié pour adoucir, lénifier, tempérer et rafraîchir le sang de monsieur, 20 sols, 10 sols.
plus une potion cordiale composée avec 12 grains de bézoard, sirop de limon, grenade et autres, suivant l'ordonnance de monsieur Epurgon. 5 livres. Oh, monsieur Florent, c'est se moquer, tout doux, s'il vous plaît. Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Oh, contentez-vous de 4 francs. Oh. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20, 60 livres, 20 sols et 12 deniers. Si bien que de ce mois, j'ai pris 12 lavements et 8 médecines. Et de l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Oh. J'en parlerai à M. Purgon afin qu'il m'étende à cela. Oh. Allons, qu'on m'ôte tout ceci. Il n'y a personne. Oh. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Pas moyen de les arrêter ici. Ils n'entendent point. La sonnette ne fait pas assez de bruit. Point d'affaire. Ils sont sourds. Toilette. Oh. Tout comme si je ne sonnais point. Oh. Chienne, carogne. Oh, j'enrage! Oh, le carogne à tous les diables! Est-il possible qu'on laisse un pauvre malade comme cela tout seul? Grenade! Oh mon Dieu, ils me laisseront ici mourir! Chienne, carogne! Et entresoifé de votre impatience, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de tête contre la carne d'envolée. Oh, très très! Il y a une heure! Tu m'as laissé! Oh, mais tais-toi donc, que je te querelle! Tu m'as fait décosiller! Et vous m'avez fait vous casser la tête, l'en vaut bien l'autre, quitte à quitte si vous voulez. Oh. Si vous querellez, je pleurerai. Me laisser les crêpes! Chienne! Oh, allons! Il faudra en passer par là. Ôtez-moi ceci, coquine. Ôtez-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui. Ai-je bien fait de la bile? Eh ben, fois, je ne me mêle point de ces affaires-là, c'est à monsieur Florent y mettre le nez, puisqu'il en a de profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon frais, pour l'autre que je dois entreprendre. Mais ce monsieur Florent-là et ce monsieur Purgon, c'est qu'est sur votre corps, hein. Ils ont vous une bonne fâchonnée, et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante! Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on fasse venir ma fille Angélique et à lui dire quelque chose. La voici justement qui vient d'elle-même. Devinez votre pensée. Angélique, approchez, vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à vous entendre. Oh, attendez. Donnez-moi mon bâton. Oh. Oh. Allez-y, monsieur, allez. Monsieur Florent nous donne des affaires.
Quoi? Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette. Quoi, Toinette? Devines-tu point de quoi je veux parler? Et je m'en doute assez. De notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes pas en bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Mais vous ne m'en donnez pas le temps, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui. Que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, as-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Ah, je ne garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? À Dieu ne plaise. Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas, comme moi, quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense, sans me connaître, est tout à fait d'un honnête homme? Oui. Ah, que l'on ne peut pas en user plus généreusement! D'accord. Qu'il fit tout cela de la meilleure grâce du monde! Oh oui. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Qu'il a l'air le meilleur du monde! Sans doute. Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble. Et il est vrai. Je ne peux rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Cela est sûr. Et qu'il n'y ait rien de plus fâcheux que la contrainte où me tient, qui bouge tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Vous avez raison. Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là sont parfois un peu sujettes à caution, hein. Les grimaces d'amour sont fort à la vérité et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Dis-tu là, hélas, de la façon qu'il parle, serait-il impossible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et sa résolution de vous faire demander en mariage vous fera connaître s'il dit vrai ou non. Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Oh, ça! Ma fille, je vais vous dire une grande nouvelle. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela, vous riez? Oui. C'est plaisant que ce mot de mariage, hein. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Nature. Est-ce que je puis voir ma fille? Il est inutile de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, voulait que je vous fisse religieuse. La bonne bêtesse a raison. Mais je l'ai emportée. Ma parole est donnée. Mon père, que je suis obligée de toutes vos bontés. Bon, je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Ah, assurément, mon père. Comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Que cette demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que nous avons prise dès cette première vue l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela. Mais j'en suis bien aise. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, mon père. De belle taille. Sans doute. Agréable de sa personne. Assurément. De bonne physionomie. Oh, très bonne. Sage et bien né. Tout à fait. Fort honnête. Oh, le plus honnête du monde. Qui parle bien latin et grec. Oh, c'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père. Ah oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment, on me l'a dit à vous. Eh ben, monsieur Purgon. Est-ce que monsieur Purgon le connaît? La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de monsieur Purgon. Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Eh oui. Eh bien, il s'appelle Thomas, Diafoirus. Il est le fils de monsieur Diafoirus et le neveu de monsieur Purgon. Nous avons conclu le mariage tous 3 ce matin,
Et demain, ce gendre doit être amené par son père. Qu'est-ce? Vous voilà toute ébobie. C'est mon père que je connais, que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Ma foi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque. Mais avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille à un médecin. Oui? De quoi te mêles-tu, coquine? Impudente que tu es! Mais mon Dieu, Doudou, parlons de sang-froid. Ne pouvons-nous pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je le suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien voilà, dire une raison. Il y a du plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade? Si je suis malade? Oh, impudente! Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade, et au point de curer là-dessus, vous êtes fort malade et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui... Oh, oui. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin! Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami je vous donne un conseil? Quel est-il, ce conseil? Et de ne point songer à ce mariage-là. Oh, et la raison? Et la raison, c'est que votre fille n'y consentira pas. Elle n'y consentira point! Non. Ah, ma fille! Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, et de tout le Diafoirus du monde. Mais j'en ai à faire, moi! Outre que ce parti est plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. Oh, 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Monsieur, tout cela est bel et bon. Mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari. Elle n'est pas en fait pour votre madame Diafoirus. Et je veux moi que cela soit. Fille, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Et non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Et moi je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je lui forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera. Ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon. Comment bon? Vous ne la mettrez pas dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Non. 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 Ouais, voilà qui est plaisant. Alors, je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Eh non, vous dites. Oh bah alors ça, et qui m'en empêchera? Vous-même. Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Ben, je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra pas. Une petite larme des bras jetés au cou. Mon petit papa mignon. Prononcer tendrement sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui. Et je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut point dire. Oh, monsieur, je vous connais. Vous êtes bon, naturellement. Je ne suis pas beau. Et je suis méchant quand je veux. Doucement. Vous ne songez pas que vous êtes malade. Ah oui. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Oh, mais où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est cela à une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien censée est en train de le redresser. C'est par ici que je t'apprenne à parler. Mais il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer et je ne dois pas vous laisser faire de folie. Oh, chien. Je ne consenterai jamais à ce mariage. Pantin. Je crois qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. Caroline. Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Oh, Angélique, si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Moi, je déshériterai si elle vous obéit. Oh, insolent. Ta somme. Mon père, je ne suis pas malade.
Voilà pour me faire mourir. Ah, ma femme. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Approchez. Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que donc il y a, mon petit-fils? Mamie, Mon ami. on vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Oh, ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Ah là, tout doux. Et elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade. C'est une impertinente. Vous savez, mon cœur, ce qu'il en est. Oui, mon cœur, elle a tort. Amour, cette coquine-là me fera mourir. Oh, elle l'a. Elle est cause de toute la bile que je fais. Ne vous fâchez point tant. Et il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servantes qui ne leur défaut. On les contraint parfois de souffrir leur mauvaise qualité à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, diligente, soigneuse et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant des grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh là, Toinette! Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Et là, je ne vois pas ce que vous me voulez dire, et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux, mais qu'il me semble préférable de la mettre au couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. Vous la croyez, Mamour? C'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Je vous crois, mon ami, là, remettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Vous voilà, je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusqu'à sur vos oreilles. Il n'y a rien qui rhume tant que de prendre l'heure par les oreilles. Oh, Mamour, je vous suis obligé de tous les soins que vous avez donnés. Oh, coquine! Tu savais tout faire! Et là, qu'est-ce que c'est donc? Je n'en puis plus. Pourquoi vous emportez ainsi? Elle a cru faire bien. Oh, vous ne connaissez pas, Mamour, la malice de la pandarde. Elle m'a mis tout hors de moi. Il me faudra plus de 8 médecines et de 12 lavements pour réparer tout ceci. Oh là, mon petit ami, apaisez-vous un peu. Oh, Mamour, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit mari. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie. Oh, Je ne saurais souffrir ces pensées. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. oh. Mais je vous avais dit pour cela de parler à votre notaire. Le voilà qui attend justement dans votre cabinet. Faites-le donc entrer, Mamour. Hélas, mon ami, quand on est bien marié, on est guère en état de songer à tout cela. Oh, monsieur de Bonnefoy, approchez, approchez, prenez un siège, s'il vous plaît. Oh. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort habile et tout à fait de ses amis. Et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis pas capable de parler de ces choses-là. Oh. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et le désir que vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? Ah, l'usage le défend. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait faire. Mais à Paris, cela ne se peut pas, et la disposition serait nulle. Tout l'avantage qu'homme et femme unis par le mariage se peut faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait pas d'enfant. Soit des deux conjoints ou de l'un d'eux. Lors du décès du premier mourant. Voilà une coutume bien impertinente, qu'un mari ne puisse rien donner à une femme dont il est aimé tendrement. Oh, qui prend de lui tant de soins.
J'aurais envie de consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est point à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus. Ils s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis. Il faut de la facilité dans les choses, autrement nous ne ferions rien. Et je ne donnerai pas un seul de notre métier. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants? Oh! Vous pouvez choisir un ami intime de votre femme auquel vous donnerez par votre testament tout ce que vous pouvez. Et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et mettront dans leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir. Vous pouvez, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pourriez avoir payés à vos porteurs. Mon Dieu! Mon fils! Oh, Il ne faut pas vous tourmenter de tout cela! oh mamie! C'est bien faute de vous, je ne veux plus rester au monde! Oh, ma chère femme! Oui! Si je suis assez malheureuse pour vous perdre, la vie ne me sera plus de rien! Oh, mon Et cœur! je suis vraiment pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous! Oh, vous me fendez le cœur, consolez-vous, je vous en prie! Ces larmes sont hors de saison. Et les choses n'en sont point encore là. Monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Tout le regret que j'aurais, mamie, si je meurs, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourra venir encore. Bon, il faut, m'amour, faire le testament de la façon que monsieur dit. Mais par précaution, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve. Et 2 billets payables aux porteurs qui me sont dus l'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Gérant. Non! Non, je ne veux pas de tout cela. Oh. Combien dites-vous qu'il y a de votre alcool? 20 000 francs, m'amour. Ne me parlez pas de bien, je vous prie. De combien sont les 2 billets? Ils sont, mamie, l'un de 6 000 francs et l'autre de 4. Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, monsieur, oui. Mais nous serons mieux pour cela dans mon petit cabinet. Oh, maman. Conduisez-moi, je vous prie. Allons, mon pauvre petit mari. Et voilà avec un notaire et j'ai ouï parler de testament. Votre belle-mère ne s'endort point. C'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts ou elle pousse votre père. Qui dispose de son bien à sa fantaisie pourvu qu'elle ne dispose point de mon cœur. Toinette, ne m'abandonne point, je te prie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner, j'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et me vouloir jeter dans ses intérêts, je n'ai jamais pu avoir de sympathie pour elle. Et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire, j'emploierai toutes choses pour vous servir. Mais, et pour vous servir avec plus d'effet, je veux changer de batterie, couvrir le zèle que j'ai pour vous, et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère. Car je t'en conjure de faire donner la vie à cliente du mariage qu'on a conclu. Pour aujourd'hui, il est trop tard. Mais demain, de grand matin, je l'enverrai quérir par mon amant Polichinelle. Il m'en coûtera pour cela quelques paroles de douceur, mais il sera ravi, Toilette! Voilà qu'on m'appelle. Bonsoir.
Reposez-vous sur moi. Patron. Ce premier acte est fort réjouissant et je me lasse point de l'entendre. Cela va-t-il bien, monsieur? Fort bien. Fort bien. Vous avez un temps à faire tailler le mort. J'ai rajouté du blanc que la sueur avait chassé. Vous tremblez de toutes parts. Je m'essayais à une nouvelle démarche pour l'entrée de Cléante. Qu'en dis-tu? Que votre argon paraît soudain fort fébrile. Très bien, c'est ce que je demande. Oui, mais votre malade, monsieur, ne peut-il pas être bien portant? Je me disais qu'il pouvait croire à son mal, au point d'en trembler de tous ses membres. Monsieur, ne serait-il pas plus sage de remettre... Tu as raison. Je dois le répéter encore avant que de le proposer. Oui, Demain, peut-être, hein? Courage, Jean-Baptiste! Qu'est-ce que tu dis? mon patron. Je ne dis rien. Allez, je ne dis rien. Reprenons. Et connaître ma destinée. Enfin, et surtout lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc angélique. On vous a dit les 3 gardes où elle est retenue. On ne la laisse ni sortir, ni parler à personne. Et si sa vieille tante n'avait pas insisté pour aller au théâtre, vous ne l'auriez jamais rencontrée. Aussi, je ne viens pas ici en tant que Cléante, mais en tant que l'ami du maître à chanter qui m'envoie à sa place. Voici son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre, 12 allées et 12 venues. Mais j'ai oublié de lui demander si c'était en long ou en large. Monsieur, voilà un homme qui... Parle bas, bandarde, tu viens m'ébranler tout le cerveau. Oh. Je venais vous dire... Parle bas, te dis-je. Oh. Monsieur Hein? Je vous dis que... Qu'est-ce que tu dis? Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous. À qui il vienne? Monsieur, ne parlez pas si haut, de peur d'ébranler le cerveau de monsieur. Monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Comment qu'il se porte mieux? Cela est faux, monsieur se porte toujours mal. J'ai ouï dire que monsieur se portait mieux. Je le trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Monsieur l'a fort mauvais, et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Il ne s'est jamais si mal porté. Il marche, dort, mange, boit, tout comme les autres.
Mais il n'empêche pas qu'il ne soit fort malade. Elle a raison. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter, de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé de partir à la campagne pendant quelques jours. Et comme son ami intime m'envoie à sa place pour continuer les leçons, de peur qu'en les interrompant, elle ne vint à oublier ce qu'elle sait déjà. Oh. Fort bien. Appelez Angélique. Je crois, monsieur, qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, faites-la venir. Il pourra donner leçons comme il faut, ces leçons en particulier. Si fait, si fait. J'aime la musique. Il serait bien aise. Oh, la voici. Vous, allez vous en voir si ma femme est habillée. Angélique, votre maître de musique est allé au chant, mais il envoie monsieur à sa place pour vous montrer. Eh bien, elle se sent mal. Non, mon père, mais c'est qu'en entrant... Le pied vous a tourné, mademoiselle. Oui, le pied m'a tourné. Oh, je me suis fait un mal. Horrible. Je m'en suis bien aperçu. Le coup m'a porté au cœur. N'ayez crainte, ma fille. Le médecin qui doit venir nous visiter saura vous soulager. Hein. Monsieur, je suis pour vous maintenant et je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diaphorus le père et monsieur Diaphorus le fils qui viennent vous rendre visite. Vous allez voir, le fils le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que deux mots qui m'ont ravi. Et votre fille va être charmée de lui. Ne vous en allez point, monsieur. C'est que je marie ma fille. Et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est m'honorer beaucoup que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin. Et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Oh, je vous invite à la noce. C'est me faire beaucoup d'honneur. Alors, qu'on s'en range, les voici. Monsieur Purgon, monsieur m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pour les incommoder. Je reçois, monsieur, avec beaucoup de joie, l'honneur que vous me faites. Et j'aurais souhaité de pouvoir aller chez vous pour vous en assurer. Bien vouloir le recevoir. Bon, mais vous savez, monsieur, ce que c'est qu'un pauvre malade, si vous pouvez faire des choses, c'est prendre compte à notre métier, à toutes les occasions de vous faire connaître. Monsieur, il est temps à votre service. Allons, Thomas, avancez, faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qui convient de commencer? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, faire rire et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré. Mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, et ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont aussi des corporelles, d'autant plus de vos doigts, et d'autant plus de si précieuses cette future filiation que je vais aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges de nos sorciers habillables. Cela a-t-il bien été, mon père? Oh, tu n'es. Allons, saluez monsieur.
Belle de rêve, mon père. Baiser, Thomas. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère. Non, ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez. Oh. Où est-elle? Elle va venir. Vous comprenez mon père qu'elle soit venue? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Belle de rêve de retraite, mon père. Repaisez-toi. Mademoiselle, ne plus, ne moins que la statue du même nom, rendait un fois harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même le sens animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et, comme la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi, mon cœur, d'or en avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables. Souffrez donc, mademoiselle, que la crosse aujourd'hui, à l'autel de vos sœurs, l'offrande de ce cœur, qui ne respire ni n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Hé, que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il aura plaisir à être un de ses malades. Assurément. Ce sera admirable si monsieur fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours. Allons, vite, un siège, monsieur. Angélique, mettez-vous là. Vous voyez, monsieur, que tout le monde ici admire monsieur votre fils. Et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela. Ah. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit que l'on remarque dans quelques-uns. Mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de son jugement à venir. Lorsqu'il était petit, on le voyait toujours paisible et taciturne, ne disant jamais mot, et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On a toutes les peines du monde à lui apprendre à lire. Il a fait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Oh, disais-je en moi-même. Les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. On grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable, mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Lorsque je l'envoyai au collège, il trouva de la peine. Mais il se raidissait contre les difficultés. Et ses maîtres se louaient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il réussit à obtenir ses licences. Et je puis dire, sans vanité, que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Et sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et c'est en quoi il suit mon exemple,
c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant à la circulation du sang et autres opinions de même farine. Contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage. Que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile et je n'entends rien à ces choses-là. Donnez, elle est bonne à prendre pour l'immeuble, cela servira pas à une autre chambre. Avec la permis de volonté de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours pour vous divertir la dissection d'une femme. Pourquoi je dois raisonner? Oh, le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique et qu'il ait du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés. N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? Ah. À vous parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. J'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode. Vous avez à répondre de vos actions à personne, et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais, ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. C'est amusant. Ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs, les guérissiez. Vous n'êtes pas près d'eux pour cela. Vous n'y êtes que pour recevoir les pensions et leur ordonner les remèdes. C'est à eux à guérir s'ils le peuvent. Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Il m'est venu en pensée pour divertir la compagnie de chanter un petit opéra. Que l'on prépare depuis peu. Tenez, voici votre partie. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est que le sujet de la scène. Les vers en sont-ils beaux? C'est un petit opéra impromptu. Vous n'allez entendre que de la prose cadencée, comme si les personnages improvisaient. Voici le sujet de la scène. Un berger assiste tout ému au coucher du soleil. Il aperçoit non loin de lui une bergère, émue comme lui devant les beautés de la nature. Elle a cette jeune personne les plus beaux yeux du monde. Il en tombe amoureux. De retour chez lui, il ressent toutes les douleurs de l'absence tourmentée de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. La violence de sa passion le pousse à demander en mariage l'adorable bergère sans laquelle il ne peut plus vivre. Mais, dans le même temps, on l'avertit que le père de celle-ci veut la marier à un autre. Le voilà accablé d'une douleur mortelle. Il trouve le moyen de s'introduire dans la maison de la jeune personne et il découvre l'indigne rival. Cette vue le remplit de colère, Nora. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il aime. La présence du père l'empêche de lui rien dire. À la fin, il bannit toute contrainte et lui parle ainsi. Hélas, belle Phyllis, se pourrait-il que l'amour tircis prenne place dans votre cœur? Je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime. Ouais, je ne savais pas que ma vie fût
si habile de chanter ainsi à livre ouvert, sans hésiter. Vos paroles pleines d'appât, redites-le 100 fois, que je n'en doute pas. Oui, Tircis, je vous aime. Oui, Tircis, je vous aime. Mais, Phyllis, une pensée vient troubler ce doux transport. Un rival, Je l'ai. plus que la mort. Mais un père à ses vœux vous veut assujettir. Plutôt mourir. Plutôt mourir. Ne jamais y consentir. Plutôt mourir, plutôt mourir. Et que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Oh, voilà un sot père que ce père-là, de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Ah, mon Alors, en voilà assez, hein. Cette comédie-là est de fort mauvais exemples. Le berger Tircis est un impertinent, et la bergère Phyllis une impudente de parler de la sorte devant son père. Mais faites voir un peu ce papier. Je ne vois là que de la musique écrite. Où sont donc les paroles que vous avez dites? Et ce que vous ne savez pas, monsieur, c'est que depuis peu, on a trouvé le moyen d'écrire les paroles dans les notes mêmes. Fort bien. Je suis votre serviteur, monsieur. Jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent opéra. Mais j'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme, Mamour. Voici le fils de monsieur Diafoirus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque le vôtre... Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage... Puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période et cela m'a troublé la mémoire. Oh non, réservez cela pour une autre fois. Mamour, je voudrais que vous eussiez été ici tantôt. Ah, madame, vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père à la statue de même nom et la fleur nommée le trop. Allons, Angélique. Touchez dans la main de monsieur et donnez-lui votre foi comme à votre mari. Mon père, Eh bien quoi, mon père? de grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi. Et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompte, monsieur, il n'en est pas de même pour moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Eh bien, cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si, monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Nego consequentiam, mademoiselle, et je puis être honnête homme et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles qu'on voulait marier. Les anciens, monsieur, sont les anciens, et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle, et quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux. Oui, mademoiselle. Jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distingo, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession, concedo. Mais dans ce qui la regarde, nego. Vous avez beau raisonner, monsieur vous donnera toujours votre reste. Pourquoi refuser la gloire d'être attaché au corps de la faculté? Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Ouais, je joue ici un plaisant personnage. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne forcerais point à se marier. Et je sais bien ce que je ferais. Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi, mais peut-être que vos conseils
conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. Ce que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se fichent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bon autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame, et la raison et les lois ne l'étendent point à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne me point forcer à m'épouser un que je ne puisse pas aimer. Oh, messieurs, je vous demande pardon de tout ceci. Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement et qui prétend faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'autres qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur dépouille. Ces personnes-là, la vérité, n'y cherchent pas tant de façon et regardent peu à la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante, et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence, mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage. Il n'y a rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous avez beau dire. Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fausse les épaules à tout le monde. Tout cela, madame, ne servira de rien et je serai sage en dépit de vous. Et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue. Oh, écoute, Angélique, il n'y a pas de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours ou monsieur ou un couvent. Oh, ne vous mettez pas en peine, mamie, je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en ville dont je ne vais plus me dispenser. Je reviendrai bientôt. Allez, maman, allez. Et passez chez votre notaire afin qu'il expédie ce que vous savez. Adieu, mon petit ami. Voici une femme qui m'aime. Cela n'est pas croyable. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Oh, monsieur, dites-moi un peu comment je suis. Allons, Thomas, prenez votre bras de monsieur pour voir si vous ne saurez pas faire un bon jugement de son pouls. Quid dicis? Dico que le coup de monsieur est le coup d'un homme qui ne se porte point bien. Bon. Qu'il est duruscule, pour ne pas dire dur. Très bien. Repoussant. Optimé. Même un peu caprisant. Bannet. Ce qui marque une intempérie dans le paroxysme plénique. C'est-à-dire là. Mais monsieur Purgon dit que c'est du foie que je suis malade. Eh oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont entre eux par le moyen du vase brevet, du pylore et souvent du méas colidoque. Ils vous ordonnent sûrement de manger force rôti. Non, rien que du bouilli. Eh oui, rôti, bouilli, même chose, ils vous ordonnent fort prudemment et vous ne pouvez être entre de meilleures mains. Monsieur, combien faut-il mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10, parlez mon brave père, comme dans les médicaments, parlez-nous à la terre. Jusqu'au revoir, monsieur. Avant que de partir, mon fils, je vais vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Un jeune homme avec ma fille? Oui. Votre petite fille Louison était avec eux qui pourra vous en dire des nouvelles. Oh, l'effronté. Faites-la venir, maman, faites-la venir. Oui. Oh, je ne m'étonne plus à présent de sa résistance. Voyons un peu cela. Oh. Ah! Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? La maman m'a dit que vous me demandez. Approchez. Tournez-vous. Regardez-moi. Quoi, mon papa? Là. Quoi, mon papa? N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai si vous voulez, pour vous désennuyer, le conte de Podane, ou bien la fable du corbeau et du renard pour un petit peu. Ce n'est pas là ce que je demande. Quoi donc? Oh, rusé, vous voyez bien ce que je veux dire, hein? Pardonnez-moi, mon papa. Est-ce là comme vous m'obéissez?
Ne vous ai-je point ordonné de me venir dire d'abord tout ce que vous voyez? Ah oui, mon papa. Et l'avez-vous fait? Ah oui, mon papa, je vous suis venu dire tout ce que j'ai vu. Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Non. Non, mon papa. Assurément. Assurément. Oh, ça, je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi. Mon papa. Vous ne m'avez pas dit, petite sorcière, que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur? Mon papa, c'est que ma soeur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout. Il faut premièrement que vous ayez le fouet pour avoir menti, puis après nous verrons le reste. Mon papa, ne me donnez pas le fouet. Vous l'aurez. Au nom de Dieu, mon papa, que je ne l'ai pas. Ah, mon papa, vous m'avez blessé. Je suis mort. Louison. Oh, la peste soit des verges, chef de verge. Louison, malheureux. Qu'ai-je fait? Ma pauvre petite fille est morte. Louison. Oh. Louison. Là, mon papa, ne pleurez pas tant, je ne suis pas morte tout à fait. Oh, ça, rusé. Oh. Ça va, je vous pardonne pour cette fois, pourvu que vous me disiez bien tout. Hein. Oui, mon papa. Et prenez garde, car j'ai là mon petit doigt qui sait tout, qui me dira si vous avez menti. Mais mon papa, ne dites pas à ma soeur que je vous l'ai dit. Non. C'est mon papa qu'il est venu un homme dans la chambre de ma soeur comme j'y étais. Eh bien. Je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Oh, voilà l'affaire. Eh bien. Ma soeur est venue après. Eh bien. Elle lui a dit sortez, sortez, mon Dieu, sortez, vous me mettez au désespoir. Eh bien. Et lui ne voulait pas sortir. Qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait je ne sais combien de choses. Oh, et puis quoi encore? Il lui disait tout ci, tout ça, qu'il aimait bien et qu'elle était la plus belle du monde. Et puis après? Et puis après, il se mettait à genoux devant elle. Et puis après? Et puis après, il lui baisait les mains. Oh, et puis après? Et puis après, ma belle-maman est venue à la porte et il s'est enfui. Et il n'y a pas d'autre chose? Non, mon papa. J'ai pourtant mon petit doigt qui gronde. Oh! Et qui me dit que vous avez vu quelque chose que vous ne m'avez pas dit? Oh, mon papa, votre petit doigt est un menteur. Prenez garde. Non, mon papa, ne le croyez pas, il ment, je vous assure. Allez, nous verrons cela plus tard. Allez-vous-en. Et prenez bien garde à tout. Hein? Alouette, gentille alouette, alouette, ne te pleurer. Il n'y a plus d'enfants. Là, ça avait conquise, monsieur. Et dans l'horloge, vos rivaux de l'hôtel de Bourgogne s'esclavent pour s'en faire rougir les cuisses. Voilà qui est plaisant. Ah. Ce nouveau couvre-chef, convient-il à mon apothicaire? Fort bien. Prenez soin de changer les sondelles avant la fin de l'entracte. J'y vais, monsieur. Eh bien, ma femme, qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Je n'aime point ce rôle, je ne suis pas à mon aise. Vous vous en sortez fort bien. La salerie. Elle se rit de nous, mon mari, Belle-Rose et Montfleury en tête. Partout dans la capitale, le bruit court que Mademoiselle Molière a épousé son père. C'est donc cela. Ce n'est pas peu. Mais enfin, j'ai fait interdire le pamphlet. Vous n'y répondrez pas. Pourquoi le ferais-je? Démentir la rumeur, c'est assurément la faire croître. Pour vos détracteurs, la mettre en scène, c'est y consentir. Est-il possible que vous tendiez toujours le bâton pour nous faire battre? Et n'est-ce pas donner raison à Montfleury et toute sa clique que de faire jouer 2 fois votre fille par votre femme? Qui mieux que toi pouvait jouer les 2 rôles? Tu es doté de la rébellion qui anime la première et de la jouvence qui crédibilise la seconde. Et cette franchise que tu portes partout comme un étendard était la marque de l'une comme de l'autre. Si les
Ces attaques ne vous touchent pas. N'en est pas de même pour moi. Ne crois pas cela. Je voudrais que Madeleine fût encore là pour leur rabaisser un peu leur caquet et leur faire savoir qu'elle était ma mère véritable. Et non ma sœur, ainsi que son testament le dit. Elle voulait te protéger. Ah, ma foi, c'est fort réussi. Personne ne le croit. Pis encore, vos ennemis attestent que ce mensonge révèle l'indicible et qu'il est justement placé là comme l'arbre qui cache la forêt. Que ne pouvons-nous dire que le comte de Modène était mon père, puisque le voilà trépassé depuis 3 mois et cela sans être jamais préoccupé du sort de sa fille? Par la raison, ma femme, que cela jetterait l'opprobre sur la marquise de la Baume, qui demeure sa veuve et tomberait en disgrâce. Ton père était le chambellan de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII en personne. La discrétion l'obligeait. Madeleine et lui se sont aimés, d'un amour sincère. Ils avaient eu une première fille, prénommée Françoise, qui mourut en couche, mais que Modène avait reconnue. Plaît-il? Cela prouve qu'il respectait hautement ta mère. Tu es arrivé ensuite. Mais Modène s'étant compromis à Naples avec le duc de Guise, tomba en disgrâce et devint dépendant de la fortune de sa femme, qui lui refusa ton baptême. Alors, pour ne pas te laisser adultérine, à la mort de ton grand-père Béjart, ta grand-mère fit inscrire ton nom comme le dernier enfant posthume de son mari défunt. Et c'est ainsi que tu es devenue légalement la sœur de ta mère. J'avais donc une vraie sœur. Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais rien dit? Madeleine n'en parlait point. À la mort de notre premier fils, le petit Louis, la détresse l'avait alité 3 semaines. Je comprends la raison en présent. Nul n'est responsable de la mort d'un enfant qui s'endort. Il ne se réveille point. Nous en avons perdu 2. Quelquefois, le sort s'acharne. Cela m'a rendu vulnérable, Jean-Baptiste, et cette rumeur incestueuse n'arrange rien au point que je me suis mise à douter, car aussi loin qu'il m'en souvient, j'ai toujours senti que vous vous aimiez, maman et toi. Mais enfin, par quel miracle pourrais-je être ton père? Tu marchais déjà la première fois que je t'ai vu et crois-tu vraiment, sincèrement, que Madeleine m'aurait donné ta main si je l'avais été? J'étais amoureux d'elle, cela est vrai. Mais comment ne pas l'être? Elle avait tout. La beauté, le talent. 24 ans quand j'en avais juste 20. Elle savait tout. Et je ne savais rien. Mais son cœur était à Modène. Ta mère et moi, nous sommes aimés. Quelquefois. Mais nous n'avons partagé qu'une seule passion véritable, celle de la scène. Et l'unique enfant de cette union fut l'illustre théâtre. Aussi paradoxal que cela puisse être, Madeleine ne te voulait point voir sur scène, tu le sais. Elle répétait haut et fort à qui voulait l'entendre que la noblesse de ton sang te prédestinait à des rangs supérieurs. C'est moi seul qui ai insisté. Par la raison que tu possédais toutes les aptitudes qui font les qualités requises des comédiens. Et que c'eût été un crime que de ne pas les épanouir. Elle a fini par l'admettre. Les chats ne font pas des chiens. Et quand 20 années plus tard, je lui ai demandé ta main, elle a consenti enfin à me donner ce qu'elle m'avait refusé toujours. Son cœur par le tien. Eh bien, mon mari, je vous crois. Et moi, ma femme, je vous aime. Normal, quelquefois. Ne vous ai-je point offert la princesse d'Élide, Célimène, et tout pareil à vos pieds? Faible consolation que l'affection du public quand on attend l'amour d'un mari. J'aime comme je le puis. Je ne saurais donner ce que je suis autrement que je veux. Peut-être la Debris et la Duparc vous auront-elles consumé plus que de raison. N'avez-vous su trouver de quoi vous consoler dans les bras du petit baron? Je suis un sot.
Pardonne-moi. Madeleine disait toujours, écrire est ta meilleure façon d'aimer. Cela est vrai. Tout à l'heure, pendant la scène de la dispute avec Toinette, je croyais l'entendre. Moi, je l'ai cru voir. Voilà une année, jour pour jour, qu'elle nous a quittés. Et c'est pour cette raison qu'il fallait jouer ce soir. De là-haut, elle nous regarde. Terrain de retour, patron. Tâchons ici-bas de la satisfaire. J'emploierai toute chose pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qui s'est mis dans la fantaisie. J'ai songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire d'introduire ici un médecin à notre poste, pour le dégoûter de ce monsieur Purgon et lui décrier sa conduite. Et comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête. Comment? C'est une imagination burlesque. Cela sera peut-être plus heureux que sage. Laissez-moi faire, agissez de votre côté. Oh. Oh. Voici le robe. Oh. Eh bien, mon frère! Mon frère! Qu'est-ce? Comment vous portez-vous? Fort mal! Comment fort mal? Oui, je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. C'est pour vous parler cependant que je suis venu. Oh. Voulez-vous bien, mon frère, que je vous demande avant toute chose de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation? Voilà qui est fait. De répondre sans nulle aigreur aux choses que je pourrais vous dire? Oui. Et de raisonner ensemble sur les choses dont nous avons à parler, avec un esprit détaché de toute passion? Mon Dieu, oui! Voilà bien du préambule! Oh. D'où vient, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez et n'ayant d'enfant qu'une fille, car je ne compte pas la petite, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient, mon frère, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble? Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire ainsi de vos deux filles, et je ne doute point que par un esprit de charité, elle ne fut ravie de les voir toutes deux bonnes religieuses. Oh ça! D'où y voici! Voilà tout d'abord la pauvre femme en jeu, c'est elle qui fait tout le mal, et tout le monde lui en veut! Non, mon frère, non! Laissons-la là, c'est une femme détachée de toutes sortes d'intérêts, qui a pour vous une tendresse merveilleuse, et qui montre pour vos enfants une bonté et une affection qui n'est pas concevable, cela est certain, n'en parlons plus. Et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Mais cela n'est pas, mon frère, le fait de votre fille, et il se présente un parti plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être, mon frère, ou pour elle, ou pour vous? Il doit être mon frère, et pour elle, et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Ah, mon frère, mais est-il possible que vous serez toujours en béguiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade, en dépit des gens et de la nature? Comment l'entendez-vous, mon frère? J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme moins malade que vous, et je ne demanderai point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous portez bien, c'est que malgré tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament. Et vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre.
Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me concerne? Et Monsieur Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi. Ouais, si vous n'y prenez garde, il prendra tant soin de vous qu'il vous enverra dans l'autre monde. Oh. Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine? Non, mon frère. Et je ne vois pas que pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Quoi? Vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révérée? Bien loin de la tenir véritable, je la trouve, entre nous, une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Et à regarder les choses en philosophe, je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre. Mais pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse en guérir un autre? Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères, où jusqu'ici les hommes ne voient goutte, et que la nature nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose. Oh. Les médecins ne savent donc rien à votre compte. Suffit, mon frère. Ils savent la plupart de fort belles humanités. Ils savent parler rougo-latin, nommer en grec les maladies, et les finir. Oh non. Diviser. Mais pour ce qui est de les guérir, c'est qu'ils ne savent point du tout. Mais enfin, mon frère, nous savons que dans la maladie, tout le monde a recours au médecin. Cela est une marque de la faiblesse humaine, et non pas de la vérité de leur art. Mais il faut bien que les médecins croient leur art véritable, puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes. C'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire, dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Votre monsieur Purgon, par exemple, ni ses points de finesse, c'est un homme, tout médecin, depuis la tête jusqu'aux pieds. Un homme qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques, et qui croirait du crime à les vouloir examiner. Il ne faut point lui vouloir mal de tout ce qu'il pourra vous faire. C'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera, et il ne fera, en vous tuant, que ce qu'il a fait à sa femme et ses enfants. Et ce qu'on a besoin, il ferait à lui-même. C'est que vous avez, mon frère, une denglée contre lui. Mais venons-en au fait. Que faire donc quand on est malade? Rien, mon frère. Rien? Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre et les tombées. C'est notre impatience, c'est notre inquiétude qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses. Mon Dieu, mon frère, et ce sont de pures idées dont nous aimons à nous repaître. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire, car elles nous flattent, qu'il serait souhaité qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui manque et lui donner ce qui lui manque. De la remettre et la rétablir dans une pleine facilité de ses fonctions. Lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, tempérer les entrailles et le cerveau, dégonfler la rate, raccommoder la poitrine, réparer le foie, fortifier le cœur, rétablir et conserver la chevelure naturelle et avoir des secrets pour étendre la vie de longues années. Il vous dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous en venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête et que vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles jours du monde. Voyez les faire, les plus ignorants de tous les hommes. Vous voilà un grand docteur, à ce que je vois. Et je voudrais qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre taquet. Moi, mon frère, je me prends pour tâche à combattre la médecine, et chacun, à ses périls et fortunes, peut croire tout ce qui lui plaît. Ce que j'en dis n'est contre nous. Et j'aurais souhaité pouvoir vous tirer un peu de l'erreur où vous êtes, et pour vous divertir, vous emmener voir sur ce chapitre quelques-unes des comédies de Molière. Oh, voilà un point impertinent que votre Molière avec ses comédies-là. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins.
Ce ne sont pas les médecins qui le jouent, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à lui à se mêler, à contrôler la médecine. Voilà un bon nigo, un bon impertinent, de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins et d'aller mettre sur son théâtre de vénérables personnes comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'il y mette d'autre que les diverses professions des hommes? On y est bien tous les jours des princes et des rois, qui sont d'aussi bonne maison que vos médecins. Par la mort, nom de diable! Si j'étais que de ce médecin, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir, sans secours. Il aurait beau dire et beau faire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirai crève, crève. Cela t'apprendra une autre fois qu'à jouer à la faculté. Vous voilà bien en colère contre lui. Oui. C'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Il sera plus sage que vos médecins car il n'en demandera point de secours. Tant pis pour lui s'il n'a pas recours au remède. Il a ses raisons de ne pas en vouloir. Il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes avec des forces de reste capables de porter les remèdes avec la maladie. Mais que pour lui, justement, il n'a de force que pour porter son mal. Ah, les sottes raisons que voilà. Tenez, ne parlons plus de cela, car cela m'échauffe la bile, et vous me donneriez mon mal. Je le veux bien, mon frère. Et pour changer de discours, je vous dirais que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, vous ne devez pas prendre les résolutions de la mettre dans un couvent. Que pour le choix d'un gendre, il ne faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte, et qu'on doit sur cette matière pouvoir s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille. Puisque c'est pour toute la vie, et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Ah, mon frère, avec votre permission... Comment? Que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavement-là. Ce sera bientôt fait. Vous vous moquez. Est-ce que vous sauriez rester un moment sans lavement ou sans médecine? Remettez cela une autre fois, demeurez un peu en repos. Oh, Monsieur Florent, oh. À ce soir ou à demain matin, hein? Que quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, monsieur. On voit bien que vous n'avez pas coutumière à parler à des visages. On ne doit pas ainsi se moquer des remèdes et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance et je m'en vais dire à monsieur Percon comment on m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez. Oh, vous verrez. Mon frère, vous serez ici cause de quelque malheur. Oh, le grand malheur de ne pas prendre l'avouement que monsieur Percon a ordonné. Encore un coup, mon frère. Est-il possible qu'il n'y ait pas de moyen de vous guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez être toute votre vie enseveli dans leurs remèdes? Vous en parlez comme quelqu'un qui se porte bien. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Oh, vous me feriez enrager. Je voudrais que vous luxiez mon mal. Nous verrions si vous jaseriez tant. Monsieur Percon. Je viens d'apprendre là-bas à la porte des jolies nouvelles qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande, étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable! Oh, un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi. Inventé, formé dans toutes les règles de l'art. Et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Mon frère, Le renvoyer avec mépris. il est cause de... C'est une action exorbitante. Cela est vrai! Un attentat énorme contre la médecine. C'est un crime de lèse faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison! Je vous déclare que je romps commerce avec vous. C'est mon frère. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien! Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que
je faisais mon aveu en faveur du mariage. C'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon Christelle. Faites-le venir, je m'en vais le prendre. Et je vous aurais tiré d'un frère avant qu'il fût. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Frère, et je ne demandais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Ce n'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait à l'obéissance que l'on doit à son médecin, puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, Point du tout. Oh, que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à la tempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à la crotté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Cela est fort bien fait. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable, que vous tombiez dans la bradypepsie. Monsieur De la bradypepsie dans la dyspepsie. Monsieur Purgon. De la dyspepsie dans la pepsie. Monsieur Purgon. De la pepsie dans la lianterie. Monsieur Purgon. De la lianterie dans la dysenterie. Monsieur Purgon. De la dysenterie dans l'hydropésie. Et de l'hydropésie dans la privation de vie où vous en ramenez votre folie. Je suis mort. Mon frère, vous m'avez perdu. Quoi? Qu'y a-t-il? Je sens déjà que la médecine se venge. Dieu, mon frère, vous êtes fou! Je vous en prie, revenez à vous-même et ne donnez pas le temps de votre imagination. Vous voyez toutes ces maladies dont il m'a menacé. Le simple homme que vous êtes. Il dit que je serai incurable avant qu'il soit 4 jours. Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il semble à vous entendre que Monsieur Purgon tient entre ses mains le filet de vos jours et que d'autorité suprême, il vous l'allonge, vous le raccourcissez comme il lui plaît. Songez que les principes de votre vie sont en vous-même et que le courroux de Monsieur Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Monsieur, un médecin qui demande à vous voir. Oh, mais qu'est-il ce médecin? Un médecin de la médecine? Je te demande qui il est. Je ne le connais pas, mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si j'étais sûre que ma mère était honnête, je dirais que ce seraient quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis le départ de mon père. Fais-le venir. Là, vous voilà certes fouet. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Oh, mon frère, vous serez ici cause de quelques malheurs. Encore, vous en revenez toujours là. Mais vous comprenez, j'ai toutes ces maladies sur le cœur que je ne connais point. Veuillez appeler que je vienne vous rendre service et vous offrir mes petits services pour toutes les purgations et les soins dont vous aurez besoin. Monsieur, je suis votre serviteur. Oh, par ma foi, voici toi elle-même. Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande, mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses, et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Monsieur, vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai prise de voir un illustre malade comme vous, et votre réputation qui s'étend partout. Peut-être que c'est la liberté que j'ai prise. Monsieur, je vous suis fort obligé. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je dirais que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. Ah,
90. 90. Vous voyez un effet de mon art. Je veux me conserver aussi frais et vigoureux. Oh, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis un médecin passager qui vient de ville en ville, de royaume en royaume, de province en province, pour trouver ces malades dignes de m'occuper et d'exercer les grands et bons secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne ce ménufatrat de maladies ordinaires, ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, ces fièvres, ces vapeurs, ces migraines. Je veux ces maladies d'importance. De bonnes fièvres pourprées, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes pestes, de bonnes hydroplésies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations à la poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Je voudrais, monsieur, que vous disiez toutes les maladies que je viens de dire, et que vous fissiez abandonner par tous les médecins, désespérés, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Oh, monsieur, je vous suis obligé de tous les soins que vous aurez de moi. Donnez-moi votre peau. Oui. Allons, que l'on va comme il faut. Je vous ferai bien comme vous tenez. Ya, ce poulain fait l'impertinent. Je vois que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit entre les tablettes des grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, mais d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Ya, que sentez-vous? Je sens quelquefois des douleurs de tête. Justement le poumon. Et il me vient parfois comme un voile devant les yeux. Justement le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Et je sens parfois des lassitudes partout. Le poumon. Oh. Et j'ai quelquefois des douleurs de ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Et vous avez apprécié à ce que vous mangez? Oh oui, monsieur. Le poumon. Et vous aimez boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Et il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes à l'aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon. Le poumon, vous dis-je. Et que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Non. De la volaille. Non. Du bœuf. Non. Des œufs frais. Non. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Non. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignoranta, tout. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui lui est trop subtil, il faut manger de bon gros bœuf. De bon grand pain. De bon fromage de Hollande. Du gruau et du riz, des marrons secs et oublis. Pour coller et conclutiner, votre médecin est une bête. Je vous en enverrai un de moment. Et je viendrai vous rendre visite, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligerez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper si j'étais que de vous. Mais pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Ah oui. Mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là le droit que je me ferais crever si j'étais à votre place? Crever un œil. Ne voyez-vous pas qu'il a commande de l'autre et lui dérobe toute sa nourriture? Faites-moi confiance. Faites-vous le crever au couteau, vous verrez au clair de le camp. Oh, cela n'est pas pressé, hein. Arthur, je suis fâché de vous quitter si tôt, mais je dois me rendre à une grande consultation pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Là, ravissez voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Je le t'envoie. Vous savez que les malades ne reconduisent point? Ma foi, on a un médecin qui me paraît fort habile. Oui. Mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras et me crever un œil pour que l'autre se porte mieux, non. J'aime autant qu'il ne se porte pas si bien. La belle affaire de me rendre borgne et manchot. Allons, je suis votre servante, je n'ai pas envie de rire. Qu'est-ce que c'est? Ah, ma foi, monsieur votre médecin qui voulait me tâter le pouls.
Voyez un peu, à l'âge de 90 ans. Et mon frère, puisque voilà votre monsieur Purgon brouillé avec vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Oh, je m'en veux la mettre au couvent puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelque amourette là-dessous. Bien, quand il y aurait quelques petites inclinations, cela serait-il si criminel? Et rien peut-il vous offenser quand tout ne va qu'à des choses honnêtes comme le mariage? Elle sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Oh, je vous entends. Vous en revenez toujours là. Et ma femme vous tient au cœur. Eh bien oui, mon frère. Et puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire, et je ne puis souffrir plus avant que vous tombiez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Monsieur! Ne parlez point de madame! C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Oui, une femme sans artifice! Une femme qui aime monsieur! Oui, qui l'aime. On ne peut pas dire cela. Demandez-lui toutes les caresses qu'elle me fait. Cela est vrai. Et les soins et les peines qu'elle prend tout autour de moi. Assurément. Et l'inquiétude que lui donne ma maladie. Il est certain. Monsieur, voulez-vous que je vous combatte tout à l'heure comme madame et monsieur? Souffrez-vous, monsieur, que je le tire d'erreur? Comment? Madame s'en va revenir. Mettez-vous ici, tout étendu dans cette chaise, et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. Oui, mais ne la laissez pas trop longtemps dans le désespoir, elle en pourrait bien mourir. Laisse-moi faire. Vous, cachez-vous de ce côté-là. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non, non, quel danger y aurait-il? Mettez-vous là seulement. Il y aura du plaisir à confondre votre frère. Voici votre femme, tenez-vous bien. Mon Dieu! Malade! Quel étrange accident! Qu'est-ce, Toinette? Ah, madame! Qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort? Hélas. Oui, le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Je me suis retrouvée toute seule ici. Il vient de passer entre mes bras. Vous le voyez? Étendu de tout son long dans cette chaise. Le ciel en soit loué. Me voilà délivré d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je pensais, madame, qu'il fallait pleurer. Va, cela ne vaut pas la peine. Quelle perte que la sienne. De quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse à lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyant, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, et grandant jour et nuit, servante et valet. Quelle belle oraison funèbre! Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein, et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre, puisque par bonheur, personne n'est encore au courant de la chose. Tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir, et il n'est pas juste que j'ai passé son profit aujourd'hui mes plus belles années. Viens, Toinette, prenons ce qu'auparavant. C'est ainsi que vous m'aimez? Je suis bien aise d'avoir vu votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà une leçon qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez? Par ma foi, monsieur, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez comme vous étiez, et voyons la manière dont elle recevra votre mort. Vous verrez les sentiments réels que vous porte votre famille. Oh ciel! Malheureuse journée! Fâcheuse aventure! Qu'as-tu, Toinette? Et de quoi pleures-tu? Hélas! J'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette?
Hélas, faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restait au monde, et que je le perde alors qu'il était irrité contre moi? Que deviendrais-je malheureuse? Et quelle consolation trouver après une si grande perte? Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Et de quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que la vie m'avait donné de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Au ciel. Quel accident, quel coup! Hélas, après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui et tâcher par mes prières de conjurer son cœur à mes vœux. Cléante, laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre dûment une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole, que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Oh, ma fille, je ne suis pas mort, n'aie pas peur. Oh, je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel. Tu es ma vraie fille. Oh, mon père! Oh, puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux, souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous me refusez Cléante pour époux, je vous supplie au moins de ne me point forcer à en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Et, monsieur, laissez-vous toucher par ces prières et par les miennes, et ne vous montrez point contraire à une mutuelle ardeur d'une affection si belle. Oh. Mon frère, pouvez-vous tenir la compte? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? oh. Qu'il se fasse médecin et je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin et je vous donne ma fille. Très volontiers. S'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin. Ce n'est pas une affaire que cela, et je ferai bien autre chose pour obtenir la belle Angélique. Mon frère, il me vient une idée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Cela est vrai. Voilà le bon moyen de vous guérir bientôt. Il n'y a point de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Mon frère, vous vous moquez. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, étudier. Vous êtes bien assez savant vous-même. Et il y en a parmi eux qui sont bien moins malins que vous. Mon frère, il faut savoir parler latin, grec, connaître les maladies et les remèdes qu'il faut y faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. Quoi? L'on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là? Oui, on n'a qu'à discourir avec une robe et un bonnet. Tout galimatias devient savant et toute sottise devient raison.
N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Un médecin! Vite! Non! Il m'ôterait le peu de vie qu'il me reste. J'ai envoyé tantôt l'intorillère et un prêtre. Il va venir. Aucun prêtre de la paroisse Saint-Eustache ne s'est vu déplacer. As-tu dit qu'il les envoyait guérir? J'ai dit Molière meurt, il vous faut venir. Ils ont répondu que les excommuniés ne sauraient recevoir les derniers sacrements. Et qu'un comédien ne peut être inhumé en terre sainte. Savent-ils que les crimes dont il l'accuse ont été commandés par le roi en personne et que celui-ci détient son pouvoir lui-même de Dieu? J'ai froid. Si froid. « 17 février 1673. Ce même jour, après la comédie, sur les 10 heures du soir, Monsieur de Molière mourut dans sa maison de la rue de Richelieu, ayant joué le rôle du malade imaginaire fort incommodé d'une fluxion sur la poitrine qui lui causait une grande toux. Dans les efforts qu'il fit pour cracher, il se rompit une veine dans le corps et ne vécut pas plus d'une demi-heure. Molière fut porté au cimetière Saint-Joseph et enterré dans les parties réservées aux suicidés et aux enfants non baptisés. Et dans l'église Saint-Eustache, le ministre du culte nota brièvement que le mardi 21 février de l'année 1673 avait été inhumé le tapissier et valet de chambre du roi Jean-Baptiste Poquelin. Sa femme fit couvrir sa tombe d'une dalle de pierre et commanda que l'on apportât au cimetière 100 fagots de bois afin que les sans-logis puissent se réchauffer. Sitôt que l'hiver se fit rigoureux, un énorme bûcher se mit à flamber sur cette dalle. À la chaleur, la pierre se fissura et éclata. Le temps dispersa ses débris.